Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour. Dans ce chapitre consacré aux exercices commentés, vous trouverez 2 problèmes rédactionnels et 2 problèmes sous forme de QCM ressemblant à ce que vous pouvez avoir à l'examen. Je vous laisse le temps de prendre connaissance de l'énoncé du premier exercice. Pour vous entraîner de manière efficace, je vous recommande de répondre aux questions avant de regarder les corrections. Voici la correction de la première question qui était: de quel problème s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une comparaison d'une moyenne observée sur un échantillon d'effectifs n égale à 100 comprimés, issu d'une population qui est le lot de fabrication de moyenne mu inconnue, à une valeur théorique égale à 5 mg. Voici la réponse à la seconde question. Formulez explicitement les hypothèses du test statistique. Donc vous devez toujours formuler une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle H0 est que mu égale mu H0. En français, on dira: le dosage en principe actif des comprimés du lot ne diffère pas du dosage prévu par le processus de fabrication 5 mg. L'hypothèse alternative bilatérale H1 est mu différent de mu H0. Le dosage en principe actif des comprimés du lot diffère du dosage prévu par le processus de fabrication 5 mg. Évidemment, il y a des tas d'autres formulations possibles. Mais dans tous les cas, vous devez retenir que les hypothèses sont formulées à partir des paramètres de la population mu et non pas des paramètres estimés m. Voici la réponse à la troisième question. Quel test statistique utilisez-vous? L'effectif de l'échantillon est supérieur à 30, n égale 100 comprimés. On peut donc utiliser le test de l'écart réduit. On peut aussi utiliser le test T de Student. Dans les deux cas, il s'agit d'un test de comparaison d'une moyenne observée à une valeur théorique. Voici la réponse à la quatrième question. Quelles sont les conditions de validité de ce test? Pour le test Z de l'écart réduit, il n'y a aucune condition de validité spécifique. Pour le test T de Student, il faut vérifier la normalité de distribution de la variable quantitative continue. Je vous rappelle néanmoins que pour ces 2 tests, il y a une condition de validité qui est commune à tous les tests statistiques, qui est l'indépendance des observations. Appliquez le test statistique. Si on en utilise le test de l'écart réduit, l'expression de ce test s'écrit m moins mu h0 divisé par la racine carrée de s carré sur n, et on sait que z suit une loi normale centrée réduite de moyenne nulle et d'écart type égal à 1. On remplace les lettres par les chiffres qui vous sont donnés dans l'énoncé. M est égal à 4,85, mu h0 est égal à 5, s carré est égal à 0,50 et n est égal à 100. ZO est égal à moins 2,12. Il est évident qu'ici vous aviez besoin d'une calculatrice pour calculer ce résultat. Il s'agit d'un problème rédactionnel. Ce n'est pas le type de problème que vous aurez à l'examen. Ici, c'est juste pour vous entraîner. Question numéro 6. Que concluez-vous? On poursuit toujours avec le test Z de l'écart réduit. Pour un seuil de signification statistique de 5%, Z alpha est égal à 1,96. La valeur observée de Z est supérieure en valeur absolue à Z alpha. On se situe donc dans la zone de rejet de l'hypothèse nulle H0. On rejette l'hypothèse nulle H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. On peut également déterminer le degré de signification statistique associé à ZO. On cherche où se situerait la valeur absolue de ZO dans la table de l'écart réduit et on détermine P en additionnant les dixièmes en ligne et les centièmes en colonne. Pour ZO égale à 2,12, on trouve que P est compris entre 0,03 et 0,04. Je vous rappelle que le degré de signification est la probabilité d'observer une valeur de Z supérieure à ZO sous l'hypothèse nulle H0. Pour terminer de répondre à la question, la formulation de la conclusion pourrait être la suivante. Le dosage moyen en principe actif, entre parenthèses 4,85 mg variance 0,50,
des comprimés issus du lot de fabrication diffèrent significativement du dosage prévu par le processus de fabrication, 5 mg. On ajoute la p-value qui est égale à 0,04 ou éventuellement on pouvait mettre p compris entre 0,04 et 0,03. On pouvait également utiliser le test T de Student sous réserve de vérifier la normalité de distribution de la variable quantitative continue. Pour 100 comprimés, le nombre de degrés de liberté est égal à n-1, c'est-à-dire 99. T alpha est égal à 1,96. La valeur absolue observée de T était supérieure à T alpha. On est donc aussi dans la zone de rejet de H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. On pouvait ici aussi déterminer le degré de signification associé à TO sur la table de la loi de Student. Pour un nombre de degrés de liberté supérieur à 30, on trouve P compris entre 0,02 et 0,05. La table T de Student est un peu moins précise que la table de la loi normale. Notez la convergence de la loi de Student vers la loi normale pour un nombre de degrés de liberté supérieur à 30. La conclusion est évidemment la même que pour le test Z. Le dosage moyen en principe actif des comprimés issus du lot de fabrication diffère significativement du dosage prévu par le processus de fabrication. Ici, on ne pouvait mettre que P inférieur à 0,05. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice 2 qui est un peu plus dense. Voici les questions. Donc il s'agit de QCM. Voici le QCM 1, je vous laisse réfléchir et y répondre. Le QCM numéro 2, QCM numéro 3, QCM numéro 4, le QCM numéro 5. Et maintenant, voyons les réponses. Tout d'abord, le QCM numéro 1. Pour cette étude, il faut utiliser un test de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons indépendants. La proposition correcte était la proposition D. En effet, le test de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons impariés était une proposition fausse. Les deux groupes ont des effectifs différents et ne sont pas constitués des mêmes enfants. La proposition B est également fausse. Le test de comparaison d'une moyenne observée sur un échantillon à une moyenne théorique est faux. La proposition C, c'est-à-dire un test d'association de deux variables quantitatives continues, était également fausse. Je vous rappelle, et vous devez le savoir, comparer deux moyennes revient à tester l'association entre une variable qualitative binaire, ici c'était l'allaitement à la naissance, et une variable quantitative continue, la pression artérielle systolique moyenne à 7 ans. Voici la proposition exacte, il s'agissait de la proposition D. Il fallait utiliser ici un test de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons indépendants. En effet, on compare la moyenne de la pression artérielle systolique à 7 ans entre un échantillon d'enfants allaités et un échantillon d'enfants non allaités à la naissance. Il s'agit bien de deux groupes indépendants, de deux échantillons indépendants. Voici la réponse au QCM numéro 2. L'hypothèse nulle H0 du test peut s'écrire: il n'existe pas d'association entre l'allaitement à la naissance et la pression artérielle systolique moyenne mesurée à l'âge de 7 ans. La proposition correcte était la proposition B. La formulation de l'hypothèse nulle H0 proposée dans la proposition A était fausse. En effet, on ne cherche pas à démontrer que la pression artérielle systolique moyenne mesurée à la naissance différait de la pression artérielle systolique moyenne mesurée à 7 ans. Cette hypothèse n'est pas en rapport avec la question posée par l'étude. Pour vous aider à voir si une proposition de formulation d'une hypothèse est exacte ou pas, je vous recommande de la retranscrire en caractères grecs. Ici, la moyenne de la pression artérielle systolique à la naissance est égale à la moyenne de la pression artérielle systolique à 7 ans. Ce ne répondait pas du tout à la question qui était posée par l'étude. Proposition B, il n'existe pas d'association entre l'allaitement à la naissance et la pression artérielle systolique moyenne mesurée à l'âge de 7 ans, c'était la proposition vraie. Proposition C, la pression artérielle systolique moyenne mesurée à l'âge de 7 ans diffère entre les enfants allaités et les enfants non allaités à naissance. C'est faux, car ici on dit diffère. Il s'agit donc de l'hypothèse alternative bilatérale H1. La proposition D est fausse pour deux raisons.
Premièrement, elle ne correspond pas à l'absence de différence entre les deux groupes. Deuxièmement, elle revêt un caractère causal qui est lié à l'utilisation du terme augmente. Enfin, il existait une autre formulation possible de l'hypothèse nulle H0. Par exemple, la pression artérielle systolique moyenne mesurée à l'âge de 7 ans ne diffère pas entre les enfants allaités et les enfants non allaités à la naissance. Rappelez-vous que les hypothèses sont formulées sur les paramètres des populations mu. Il n'y a pas lieu ici dans les hypothèses de préciser ne diffère pas de manière statistiquement significative. Ne diffère pas de manière statistiquement significative renvoie aux fluctuations d'échantillonnage qui ne concernent pas les populations. Voici maintenant la réponse au QCM numéro 3. Avant d'utiliser un test de student, les auteurs ont dû vérifier que la réponse correcte était B. La variance de la pression artérielle systolique est comparable dans un rapport de 1 à 3 entre les enfants allaités et les enfants non allaités à la naissance. La proposition C était également correcte. Les observations sont indépendantes. Donc la réponse était B, C. Voyons la correction détaillée à chaque proposition. Grand A. L'allaitement à la naissance a une distribution normale. C'est faux. L'allaitement à la naissance est une variable qualitative binaire ou dichotomique. Il ne faut pas vérifier la normalité de distribution d'une variable qualitative binaire, mais la normalité de distribution de la pression artérielle systolique. Elle était d'ailleurs mentionnée dans l'énoncé. Grand B, la variance à pression artérielle systolique est comparable dans un rapport de 1 à 3 entre les enfants allaités et les enfants non allaités à naissance. C'est vrai. Faites attention, l'énoncé comportait les écart-types et non pas les variances. Grand C, avant d'utiliser un test T de student, les auteurs ont dû vérifier que les observations sont indépendantes. C'est vrai, c'est une condition de validité pour tous les tests vus en L1. Et enfin D, l'effectif est supérieur à 30 dans chaque groupe. C'est faux, le test de student est applicable quel que soit l'effectif des échantillons. Voici la réponse au QCM 4. La valeur observée de TO est égale à moins 4,69. À l'aide de la table appropriée, déterminez le degré de signification p-value du test. La réponse correcte était E. A est faux car il s'agit du risque alpha. 0,05 c'est le risque alpha. B est faux car on verra sur la table de student que la valeur du test est inférieure à 0,01. C est faux, il s'agit de T alpha pour alpha égale à 0,05. D est faux, il s'agit du nombre de degrés de liberté du test et non pas du degré de signification. Donc la seule proposition vraie était la proposition E. Voyons comment le degré de signification a été déterminé. La valeur absolue de TO est égale à 4,69. On cherche dans la table de la loi de Student la valeur la plus proche de 4,69. En fait, il s'avère que 4,69 est la valeur la plus grande pour un nombre de degrés de liberté supérieur à 30. On regarde donc le degré de signification correspondant à la verticale et il est inférieur à 0,001. Donc le degré de signification de ce test était P inférieur à 0,001. Voici la correction du QCM 5. La réponse correcte était B. Il est possible de conclure qu'il existe une association statistiquement significative entre l'allaitement à la naissance et la pression artérielle systolique moyenne mesurée à l'âge de 7 ans, P inférieur à 0,01. La proposition A est fausse. Une des conditions de validité du test T de student n'est pas vérifiée. C'est faux car l'énoncé mentionne que la pression artérielle systolique a une distribution normale dans les deux groupes. Enfin, rien dans l'énoncé ne suggère que l'indépendance des observations n'est pas vérifiée. B. Il existe une association statistiquement significative entre l'allaitement à la naissance et la pression artérielle systolique moyenne mesurée à l'âge de 7 ans. C'était la proposition vraie. C. On ne met pas en évidence de différence statistiquement significative de la pression artérielle systolique moyenne mesurée à 7 ans entre les enfants allaités et les enfants non allaités. C'est faux, puisqu'on a vu que le degré de signification était inférieur à 1 pour 1000. D. L'allaitement à la naissance réduit significativement la pression artérielle systolique moyenne mesurée à 7 ans. Cette formulation revêt un caractère causal.
Il faut préférer une formulation du type « l'allaitement à la naissance était associé à une pression artérielle systolique moyenne, significativement diminuée ». Donc cette proposition D était fausse. Une autre formulation possible de la conclusion était la suivante. La pression artérielle systolique moyenne mesurée à 7 ans différait significativement entre les enfants allaités, 98,5 mm de mercure, l'écart type égal à 9, et les enfants non allaités, 99,9 mm de mercure, l'écart type égal à 9,6 à la naissance. P inférieur à 0,001. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice numéro 3. Voici le tableau de données qui est associé à cet exercice. Et voici la liste des questions rédactionnelles. Entraînez-vous à répondre à ces questions avant de regarder la correction. Voici la correction de la première question. De quel type de problème s'agit-il? Il s'agit ici d'un problème de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons appariés. Notez que les deux mesures d'agrégation plaquettaire sont effectuées chez chaque sujet. Une mesure avant et une mesure après l'inhalation d'une cigarette. Les deux mesures ne sont donc pas indépendantes, et il faut prendre en compte cette dépendance dans l'analyse. Les deux groupes avant et après ont un effectif identique de ce fait. L'utilisation d'un test de comparaison de deux moyennes pour échantillons indépendants conduirait à une diminution de la puissance de l'étude. Formuler explicitement les hypothèses du test statistique. Il y avait plusieurs formulations possibles, on retiendra celle-ci. L'hypothèse nulle H0 s'écrit « la moyenne des différences est égale à 0 » ou éventuellement la moyenne de l'agrégation plaquettaire avant est égale à la moyenne de l'agrégation plaquettaire après. En français, on dirait « l'agrégation plaquettaire moyenne ne diffère pas entre avant et après l'inhalation d'une cigarette ». L'hypothèse alternative bilatérale H1 s'écrit la moyenne des différences est différente de 0, ou la moyenne de l'agrégation plaquettaire avant est différente de la moyenne de l'agrégation plaquettaire après. En français, on écrirait l'agrégation plaquettaire moyenne diffère entre avant et après l'inhalation d'une cigarette. Quel test statistique utilisez-vous? Il faut utiliser un test T de Student pour la comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons appariés. En effet, l'effectif des paires d'observation est égal à 11. Il est largement inférieur à 30. En outre, l'énoncé précise que les conditions de validité du test sont vérifiées. Quelles conditions de validité du test auraient dû être vérifiées? Eh bien, il faut vérifier la normalité de distribution des différences individuelles entre après et avant, et ensuite l'indépendance des paires ou l'indépendance des différences individuelles. La différence après moins avant d'un individu est indépendante de la différence après moins avant d'un autre individu. Question 5. Appliquer le test statistique. Pour rappel, je vous remets la formule du test de Student pour comparaison de deux moyennes appariées. C'est égal à M1 moins M2 divisé par l'écart type de M1 moins M2. La variance de M1 moins M2 est égale à la variance de M1 plus la variance de M2 moins 2 fois la covariance de M1 et M2. La covariance de M1 et M2 ne peut être déterminée directement car on ne dispose que d'une mesure de M1 et d'une mesure de M2. Il y a deux façons de calculer la moyenne des différences au numérateur. La moyenne des différences est égale à la moyenne des mesures après moins la moyenne des mesures avant. C'est-à-dire 52,9 moins 42,6. Ça fait 10,3. On pouvait aussi calculer directement la moyenne des différences en faisant la somme des différences divisée par n, ce qui donne aussi 10,3. Le jour du concours, vous n'aurez pas à réfléchir, vous prendrez la solution la plus simple qui consiste à faire 52,9 moins 42,6. En revanche, il y a une seule façon de calculer la variance des différences. La variance des différences, c'est égal à la somme des écarts à la moyenne au carré divisé par n-1. Ce qui fait 64, la racine carrée de 64 est égale à 8. Finalement, la valeur observée de t est égale à 10,3 que divise la racine carrée de 64 sur 11. T observé est égal à 4,27. Ici,
Une calculatrice est nécessaire pour obtenir ce résultat. Le jour de l'examen, on vous donnera la valeur de t observée. En revanche, il est possible qu'on vous demande comment cette valeur a été obtenue. Que concluez-vous? Pour un risque alpha consenti à 0,05 a priori, on voit dans la table T de Student que le seuil alpha est égal à 2,22 pour 10 degrés de liberté. Ici, on a trouvé T observé est égal à 4,27. La valeur absolue de T observé est supérieure à T alpha. On est donc dans la zone de rejet de H0 et on accepte l'hypothèse alternative H1. Comment on a trouvé 2,22? Eh bien, on a utilisé la table T de Student pour un risque alpha à 0,05 en colonne et pour n-1 degré de liberté égale à 10 en ligne. La cellule située à l'intersection de cette colonne et cette ligne nous donne la valeur seuil de T alpha 2,22. Il était aussi possible de déterminer le degré de signification associé à la valeur de TO. On cherche dans la table de la loi de Student pour 10 degrés de liberté la valeur de T la plus proche de TO, c'est-à-dire la plus proche de 4,27. On voit sur la ligne 10 degrés de liberté que 4,27 est compris entre 3,16 et 4,58. Une fois qu'on a déterminé la valeur de TO, on regarde la valeur de P correspondante. Elle est comprise entre 1% et 1 pour 1000. La valeur de P étant inférieure à alpha 0,05, on rejette H0 et on accepte H1. Que concluez-vous? Il faut s'entraîner à rédiger des phrases en français pour bien comprendre la démarche. Ici, une formulation possible était l'agrégation plaquettaire moyenne diffère significativement entre deux mesures effectuées avant 42,6 écart type 16 et après 52,9 écart type 18,7 l'inhalation d'une cigarette chez les sujets volontaires sains, P inférieur à 0,01. Pour terminer, voici l'énoncé de l'exercice 4. Voici le QCM 6, le QCM 7, le QCM numéro 8, le QCM numéro 9. Et voici la correction du QCM 6. L'hypothèse alternative bilatérale H1 du test peut s'écrire, la réponse correcte était E. En effet, le dosage moyen du cholestérol total avant traitement ne diffère pas du dosage moyen du cholestérol total après traitement. C'est faux car il s'agit de l'hypothèse nulle H0. La différence moyenne entre le dosage du cholestérol total avant et après traitement est nulle. C'est également faux puisqu'il s'agit toujours de l'hypothèse nulle H0 mais d'une autre formulation. C. Le traitement hypocholestérolémiant est efficace. C'est faux car cette formulation revêt une connotation causale. D. Le dosage moyen du cholestérol total avant traitement est différent de 0. C'est faux parce que cette formulation n'est pas en rapport avec l'hypothèse de l'étude. On ne teste pas si la moyenne avant la prise du traitement est différente de 0. On teste si la différence entre la moyenne avant et après traitement est différente de 0. QCM 7. Dans cette étude, les réponses correctes étaient B. Le dosage du cholestérol total est une variable quantitative continue. C. Le test Z de l'écart réduit pour la comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons appariés est approprié. Les réponses correctes étaient B et C. La réponse A était fausse car les deux mesures sont effectuées chez le même sujet. Elles ne sont donc pas indépendantes. La réponse B est vraie. Il s'agit bien d'une variable quantitative continue. Le test Z de l'écart réduit pour la comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons appariés est approprié, c'est vrai. Et D, l'effectif de patients est différent entre les deux groupes, c'est faux. L'effectif de patients est égal à 81 pour les deux groupes, il suffisait de regarder le tableau. QCM numéro 8, les utilisateurs ont utilisé un test Z de l'écart réduit. La valeur observée ZO est égale à 2,5. La réponse correcte était donc B. En effet, A est faux car 0,05 est simplement le risque alpha. B est vrai car ZO est égal à la moyenne des différences divisé par racine carrée de S carré des différences sur N, ce qui fait ici 0,15 sur 0,06, c'est égal à 2,5. C est faux, il s'agit de Z alpha pour alpha égale à 0,05.
D est faux, car 81 est l'effectif de l'échantillon. QCM numéro 9, le degré de signification ou p-value correspondant au test de l'écart réduit est compris entre 0,01 et 0,02. La réponse correcte était D. L'écart moyen entre le dosage sanguin du cholestérol total avant et après traitement est significativement différent de 0. En effet, pour A, on conclut qu'on ne met pas en évidence de différence significative entre le dosage sanguin du cholestérol total avant et après traitement. C'est faux, car la p-value est inférieure au risque alpha 0,05. Question B, on conclut que le traitement hypocholestérolémiant est efficace. C'est faux, car cette formulation revêt une connotation causale. Question C, il faut vérifier que le dosage sanguin du cholestérol total suit une loi normale avant toute conclusion. C'est faux, car ce n'est pas une condition du test de validité du test Z. La proposition D était vraie, l'écart moyen entre le dosage sanguin du cholestérol total avant et après traitement est significativement différent de 0. C'est vrai, car la p-value du test est inférieure à 5%.